La présentation d'aujourd'hui est enregistrée comme la dernière fois. Elle vous sera partagée par email dans les jours prochains. Je vous remercie à tous d'être présents et donc nous allons animer et co-animer cette session avec Olivier Thomas du cabinet Primum de Noceret et du cabinet Primum de Noceret, voilà, et moi-même. Donc le thème aujourd'hui, c'est les outils de la responsabilité sociétale des entreprises et nous allons tout ce qui peut toucher à la mesure et à l'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises. On les a vus, donc il n'y a pas de problème. Nos discuteurs en viennent de le voir. Avant de commencer, je voulais faire un premier bilan de la webconférence de la dernière fois. Nous avons 5 participants et vous avez répondu pour 15 d'entre vous à l'enquête de satisfaction. Donc c'est très positif, nous vous en remercions. Et nous avons aussi noté les actions que nous devions mettre en place pour corriger notre action. C'était surtout d'ouvrir les licences, puisque vous êtes quelques-uns à ne pas pouvoir rentrer dans la session. Donc c'est ce que nous avons fait. Et espérons maintenant que vos commentaires porteront sur le contenu pour nous aider à l'améliorer et à continuer notre progression sur ces webconférences. La dernière fois, Olivier va nous présenter les conséquences et les raisons pour lesquelles nous sommes là. Alors, les raisons principales pour lesquelles nous sommes là sont d'abord pour des raisons réglementaires. Depuis 2009, le Grenelle 1 et 2012, le Grenelle 2, nous avons des obligations nouvelles. Dans l'accord de Paris également depuis 2 ans. Si nous les résumons, les sociétés et la France ont comme objectif de réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 avec une première étape à 2020 avec une réduction de 20%. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est formidable. La France s'est engagée, mais comment faire? Donc, le comment faire, il y a 2 pistes. La première, c'est d'abord définir la stratégie et le sens de la démarche. Et la seconde, utiliser les outils. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, puisque tous les outils existent. Actuellement, vous avez réuni sur Paris avec l'OMEDIT et l'ARS Île-de-France une réunion sur l'empreinte environnementale des produits de santé. Eh bien, en effet, il a été fait le constat que la totalité des outils sont à notre disposition en France. Ils ne sont pas utilisés, mais ils sont à notre disposition. Donc, on va vous donner en détail les outils que vous pouvez utiliser. Les premiers qu'on va voir, c'est les certifications, balayer le bilan carbone, l'ACV et faire un focus sur l'indice vert. Là, est aussi dans les normes et certifications, mais nous avons mis à l'ordre du jour de la prochaine conférence HAS en détail, surtout sur les critères du développement durable. Voilà. Nous commençons. Et un petit mot sur les normes. On est quand même au niveau international très bien armé en fait pour pouvoir être accompagné des démarches, qu'elles soient qualité, qu'elles soient environnementales, sociales ou économiques. Vous connaissez tous, j'espère, la certification de la haute autorité de santé qui permet en fait de valider en fait l'activité et la bonne tenue d'un établissement. Il y a depuis 2010 critères développement durable qui ont été intégrés à cette certification. Donc, les infos demandées étaient purement, on va dire, participatives. On incitait les gens à pouvoir et mettre en place une politique de développement durable. Sur la V 2014, maintenant, c'est gagnant. On demande vraiment à ce qu'il y ait des plans d'action avec des indicateurs et un retour qui soit fait, une évaluation qui soit faite de cette démarche-là. Donc, on voit d'une démarche qui était on va dire, sur le volontariat, est devenue maintenant une contrainte et action pour deux établissements. Et du coup, pour vous, les fournisseurs, ça va devenir également des critères de sélection, des critères de choix qui vont vous imposer à la fois par les établissements et puis à la fois par le marché en général. Donc, de pouvoir une démarche proactive là-dessus, d'anticipation et de compréhension de ce qu'attendent les établissements est pour vous un facteur clé pour pouvoir continuer à progresser dans cette démarche-là, à la fois pour vous et puis pour votre marché. Ensuite, le label sur l'environnement, nous avons le label ISO 14001, international sur des impacts environnementaux, et l'équivalent et l'EMAS pour Europe, c'est la même chose, avec de plus, puisque dans la certification, il y a une obligation de communication
dans l'ISO 14001. En clair, EMAS et ISO 14001 sont la garantie pour un établissement ou pour un acheteur d'avoir un produit qui est respectueux de l'environnement, qui mesure ses impacts et qui s'engage à les réduire. C'est nous un critère de choix majeur aujourd'hui et pour les années à venir. Ensuite, l'ISO 26000, nous considérons le Graal en termes de responsabilité sociale et sociétale, puisque c'est le standard international qui lumière l'engagement social, l'engagement sociétal sur la diminution de ces impacts, sur la diminution des impacts économiques, écologiques et sur la santé humaine. L'ISO 26000 est encore assez peu utilisé en France, mais il est pour nous un critère de choix majeur. Il existe également des outils en France et en Europe qui permettent de mesurer et d'auditer en ligne les grands critères de l'ISO 26000. Si certains d'entre vous hésitent à aller dans cette direction, je peux vous assurer que dans les 10 ans qui viennent, les entreprises qui ne seront pas certifiées ISO 26000 ne pourront plus travailler dans le secteur de la santé. Juste un exemple, dans le secteur de la viticulture, les viticulteurs français viennent de comprendre que sans certification ISO 26000 d'ici 2020, ils ne pourront plus vendre nos nectars français à l'international. Ce secteur est en train de créer des déclinaisons sectorielles. Donc, c'est vraiment un des liés d'une démarche RSE. L'ISO 18001 et l'ISO 9001 et la 14001 sont des certifications structurantes qui peuvent vous répondre à la 26000 sans avoir à tout à transformer dans votre structure. Donc, vous pouvez appuyer sur ces trois certifications pour aller vers la 26000. Et vous avez atteint les trois. L'EMAS aussi est un dispositif de gestion de l'environnement, du management de l'environnement. Et nous avons aussi, et là nous avons deux ISO, la 50001 pour la mesure de l'énergie et de ses actions correctives, et ensuite les arts responsables, dernier focus là, qui est un dérivé de la 26000, que la centrale d'achat, de référencement et de conseil, la CAP, a obtenu depuis 3 ans sur le niveau confirmé depuis cette année qui vise de l'excellence. Nous sommes la première centrale de référencement et de conseil à l'avoir obtenue. Quelque chose cette présentation des normes et certifications de façon exhaustive, non exhaustive? Non, elle est très complète. Moi, je vais juste rajouter un petit point, c'est-à-dire qu'en effet, les certifications et toutes les démarches de normalisation, d'évaluation, qu'elles soient contraignantes ou pas, sont des démarches qui peuvent être valorisées en effet à l'externe pour attester de la qualité de la démarche. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de surtout prendre conscience qu'à l'intérieur de votre structure, des choses sont déjà faites. Et donc, du coup, ce qu'il faut aussi, c'est à structurer en amont votre démarche pour de comprendre quels sont les points importants et les actions que vous menez déjà en interne pour valorer votre travail. Pour stabiliser vos équipes, pour pouvoir passer à l'étape de la valorisation par un label ou par certification. Et je pense que la première étape est en effet intéressante, c'est-à-dire mobiliser par le positif en ayant de répertorier des actions intéressantes que vous avez déjà au sein de votre structure. Et c'est l'objet de notre premier ACOD de CAP le mois dernier, pour lequel il y a une vidéo qui a été faite et qui est à votre disposition. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'y assister. Donc, nous allons continuer avec un focus sur le bilan à gaz à effet de serre ou bilan carbone. Donc, la nuance, c'est que le bilan de gaz à effet de serre est le calcul des émissions de gaz à effet de serre reconnues au niveau international. Le bilan carbone a été la version française mobilisée par l'ADEME. Donc, ce bilan carbone se fait en 3 scopes. Puisqu'il y a 3 scopes, nous sommes 3, chacun son scope. Non, je vais vous manger les 2 premiers parce que les 2 premiers concernent l'obligation réglementaire. Je laisserai quand même une petite place à Élodie. En fait, en France, l'obligation réglementaire porte sur les scopes 1 et 2, sur les émissions directes et indirectes liées à la production d'électricité, et pas sur le scope 3, qui est le seul qui est intéressant dans notre dynamique avec les fournisseurs et les sous-traitants. Donc, pour ceux qui respectent les scopes 1 et 2 de leur bilan carbone, c'est-à-dire et la traduction de la consommation énergétique en 2, pour qu'ils respectent ça, ils respectent la législation réglementaire, donc c'est formidable de ce cas. Le plus intéressant est le scope 3, qui analyse la totalité des consommations, la totalité des déchets, la totalité des arts, sous l'angle
d'émissions de gaz à effet de serre générées par les produits et les ressources qu'on achète. C'est le point le plus important parce que c'est celui-là que vous et nous ensemble avons un impact. Vous et nous n'avons pas d'impact sur la lumière de ce bureau ou sur les de cet ordinateur, sauf à ce que on ait acheté en tenant compte de cela en achetant l'ordinateur. En revanche, les gaz à effet de serre liés à la consommation de produits, à la consommation de services, au transport, aux emballages, eh bien, nous avons et sur 3 et pas uniquement sur les 2 premiers. Donc, si vous vous lancez dans la logique du bilan carbone, qui est un de choix majeur dans les décennies à venir et en à l'international, eh bien, je vous engage à véritablement travailler sur 3, car c'est celui qui sera critère de choix majeur dans les 5 à 6 ans qui viennent. Un commentaire, juste un petit commentaire. En effet, quand on regarde maintenant les appels d'offres, que ce soit des administrations du public ou n'importe quelle structure privée, que ce soit des appels à projets ou des appels d'offres, sont forcément demandés maintenant les bilans de gaz à effet de serre. Et si vous avez, vous, la démarche proactive d'aller vers le scope 3, on sait que c'est grandement apprécié et que c'est un facteur positif par rapport aux candidatures et aux propositions qui sont faites. Bon, on a compris tout le scope qui est intéressant de faire, mais concrètement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez laisser des informations sur ces trois périmètres. Vous allez les insérer dans un fichier Excel auprès de votre accompagnant et qui peut être la société, le cabinet de conseil Primum Nonofere par exemple. Vous allez faire le calcul va être fait et ça vous donne un rapport sous format PDF que vous pouvez donc implémenter dans l'indice vert puisqu'il est attendu. Dedans, il y a la mesure de vos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi des recommandations de plans d'action. Comprendre, c'est, pardon de vous dire une chose pareille, mais c'est que le numéro 1 ne sert à rien en fait. Le numéro 1 n'est qu'un indicateur, sans le rien faire derrière. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est un gros travail, eh bien il faut passer à la logique du plan d'action pour réduire 20% des émissions de gaz à effet de serre entre 2009 et 2020, c'est notre objectif, et 40% d'ici 2030. Donc la clé en fait dans cette histoire, c'est de mettre en place un plan d'action et vérifier que nous ayons réduit notre empreinte carbone. Qu'est-ce qui est passé sinon? Eh bien, le plan qui vient de sortir, je vous engage à le lire, le plan qui vient de sortir, mois de juillet, est encore plus ambitieux que le précédent. La France vise la neutralité carbone d'ici 2050. Neutralité carbone d'ici 2050, ça veut tout simplement dire que la fiscalité écologique française, qui est la plus basse d'Europe, va excéder dans les 4 ans qui viennent, avec l'application notamment de la taxe carbone à partir de 2020, et s'ils ne seront pas en capacité de montrer qu'ils ont un impact de 20% en 2020, eh bien, paieront de la taxe carbone. Ça deviendra un facteur différenciateur entre entreprises, mais ça va devenir aussi une problématique financière. Prenons l'établissement MCO traditionnel de 200 à 300 lits. Sa taxe carbone, aujourd'hui, s'il ne fait rien, la fourchette est entre 60 et 100 000 euros par an. Imaginons déjà la situation assez chaotique du monde de la santé. Si demain on rajoute cette taxe nécessaire pour faire comprendre les enjeux aux gens, bien évidemment, il y aura une différence entre ceux qui auront anticipé qui n'auront pas payé et ceux qui n'auront pas à anticiper et qui auront à la payer. Donc ça va devenir élémentaire et sur le plan économique et sur le plan écologique dans les années à venir. Donc un critère de choix vous concernant. En fait, déjà une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs de faire un bilan gaz à effet de serre tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc, pour le bilan gaz à effet de serre, si vous avez des questions, vous les poserez en fin de conférence sur les 15 minutes qui nous sont attribuées sur ces questions-réponses. Donc, nous passons à CCV. Est gouverné par l'ISO 14040 de 2006 et tout sur un cycle de vie de votre produit ou de votre service. Donc là, c'est pareil, mais la conception et par chaque item de la phase de cycle de vie de votre service ou produit, vous pouvez de façon simplifiée sélectionner quelques items qui vous semblent les plus impactants sur votre activité. Nous avons vu que la CV pouvait participer à l'amélioration des performances environnementales de vos produits et services.
L'information pour les prises de décision par votre comité de direction et par les organismes gouvernementaux, le choix d'indicateurs de performance environnementale qui vous permettent de mesurer et donc de prendre les décisions adéquates, et pour servir au marketing de votre produit ou de votre service pour innover et avoir une vision prospective de vos produits et services. En revue les différentes étapes. En dessin, l'ACV, ce qu'il faut en comprendre, c'est ce que l'on appelle du berceau au tombeau, c'est-à-dire prendre en considération l'ensemble des ressources, des consommations de ressources. Oui, pour l'action, l'utilisation et la destruction d'un bien ou d'un service. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on analyse le cycle de vie de manière extrêmement globale. France a investi très lourdement dans les panneaux photovoltaïques sur ces tours pour générer de l'énergie verte. Très bien. Sans on pensait faire un coût entre guillemets financier, puisque des entités ou des institutions comme l'ADEME ont mis en place des financements, voire même des régions. On a pris en considération le coût de destruction, le coût de la fin de vie et le coût du traitement de ces matériaux-là qui auront en fin de vie un coût très, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un produit ou service dans un établissement, on prend en considération le de ce produit. Autant une hydroalcoolique. Aujourd'hui, nous savons que le contenant est un contenant qui est considéré comme un des dangereux, qui doit aller dans une filière spécifique, qui ont 500 € la tonne en traitement. Et on prend en considération l'analyse du cycle de vie. Un des critères de choix d'une solution hydroalcoolique, c'est notamment le poids. Car si vous avez une solution qui pèse 100 grammes avec un concurrent qui pèse 80 grammes, en ayant fait le bon choix, vous réduisez de 20% l'impact, vous réduisez de 20% votre consommation de marchandises, de matières, et réduisez de 20% l'impact sur les transports. Donc là, c'est un outil clé pour l'ensemble des produits que nous achetons auprès de vous. Moi, je m'occupe sur les extractions des matières premières. Nous avons lancé une enquête auprès de certains d'entre vous à propos des métaux précieux et des métaux semi-précieux, parce que vous voyez, c'est très important tout autour de ce cycle de vie d'aller comprendre que devient le cuivre, que devient l'or. Et la plupart du temps, aujourd'hui, leur fin de vie, c'est l'incinération ou le traitement des déchets. Donc, une grosse perte financière pour l'établissement. Donc, nous vous avons lancé un questionnaire il y a 15 jours et nous aimerions avoir vos recensés, vos matériaux incluant des matières précieuses, et après nous irons jusqu'aux articles pour aller évaluer le grammage de perte, de semi-perte possible, pour pouvoir essayer de les valoriser, puisque nous avons trouvé une fiche de valorisation. Il y a établissements qui ont réussi à mettre des projets inclusifs pour les personnes accueillies, pour les soignants, notamment dans un hôpital pédiatrique, où la récupération des métaux précieux et rares a été faite en fait dans un hôpital pédiatrique sur des dispositifs médicaux à usage unique. Et la récupération qui a été totalement organisée de façon, on va dire, en dehors du cadre administratif et classique. Ça a été la bonne intention d'une infirmière de bloc opératoire qui a trouvé que c'était gâchis, qui a commencé à chercher elle-même des filières et qui a mis en place tout un système maintenant d'accompagnement pour les enfants autour d'un doudou avec des avatars des médecins qui accompagnent en fait l'enfant à comprendre son soin et à devenir un acteur du soin. Donc simplement en valorisant les métaux précieux des dispositifs médicaux à usage unique et la bonne volonté d'une personne absolument formidable, ils ont réussi en fait à faire des actions qui sont vraiment intéressantes. Donc si on pouvait inclure comme des parties prenantes de cette démarche-là, ça faciliterait énormément le travail dans les établissements. L'exemple d'un autre établissement, ça a été un projet porté par la direction et ils font à peu près une récupération financière de 30-40 000 € par an. Grâce à l'analyse du cycle de vie, on parle aujourd'hui dans nos établissements d'éco-consommation des soins, c'est-à-dire prendre en considération l'ensemble des ressources consommées, l'énergie, les déplacements, les transports, le CO2, pour avoir carrément une empreinte carbone du soin. Chiffre qui est très marquant au niveau de tri. Un kilo de PVC ainsi représente 3 kg de CO2. Donc, en accord de Paris et du Grenelle, on voit bien que si on continue à acheter, jeter et à être exclusivement dans du jetable à usage unique,
exploser la facture du CO2. Donc, ça pose les questions derrière de la balisation des DASRI, ça pose la question du reprocessing, ça pose la question sur la totalité de cette logique d'éco-conception des soins. En effet, comme l'a dit Élodie, ce qui serait, c'est que cela se fasse avec vous, en concertation avec les industriels. Très bien. Donc, comment se passe concrètement sur le terrain pour faire une ACV, s'il vous plaît, Élodie et Olivier? C'est relativement simple en termes de méthode, c'est compliqué en termes de collecte des données. La méthode, c'est de collecter l'ensemble des ressources utilisées sur toutes les matières premières pour fabriquer un acte ou un service. Une fois qu'on a la totalité de ces matières premières et leur provenance, leur composition exacte, eh bien, nous avons, nous, des tableurs qui nous donnent des équivalents en termes de CO2, un tableau d'équivalence, et ce qui permet d'établir une enquête intégrant l'ensemble des ressources consommées. Donc, c'est une photographie à un instant T disant que pour construire un produit, pour fabriquer un produit, on a ajouté des matières premières, du coût de fabrication, du transport, la mise en œuvre, sa vie dans l'entreprise et sa fin de vie qui va nécessiter certainement transport, transformation, valorisation ou incinération. Donc, coordonnées cher, transformation en heure, avec comment dire, en France pour qu'on compare des choses comparables. Mais si on prend deux, c'est l'ISO 14040. Voilà, CV, y a-t-il autre chose à rajouter? Juste une petite chose qui me semble moins essentielle en fait, en termes de clés pour votre marché en tant que fournisseur, c'est la vie en œuvre. En fait, on se rend compte que sur cette partie-là en fait de l'analyse de la CV, quand un service ou un produit ne sont pas intégrés dans le coût tout ce qui est maintenance, tout ce qui est les consommables, voilà, entretien, et je pense que, par exemple, tous les dispositifs en fait de protection individuelle aussi à utiliser. Et je pense que si le fournisseur intègre les coûts cachés, ça s'appelle voilà, les coûts cachés de la vie en œuvre de son produit, à mon avis, il y a une vraie démarcation intéressante qui s'en détachera. Donc c'est quelque chose sur lequel nous on aille et on voit qu'il y a un vrai intérêt de l'établissement à se dire oui, si j'achète un produit, je dois avoir une visibilité sur ce que ça va me coûter en maintenance, en entretien, en consommation. Et voilà, après, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Donc voilà, c'est une piste que je lance pour vous. Pareil, pour la fin de vie, je pense que d'avoir des partenariats entre vous ou entre cœurs de métier sur des familles de produits, comme ont pu le faire les ampoules ou les D3E sur avoir un éco-organisme qui collecte des fonds, vous pouvez vous différencier et apporter une solution aux fournisseurs. Que vous avez la solution de collecte des médicaments auprès des particuliers, pourquoi n'y aurait-il pas une collecte des médicaments auprès des fournisseurs? Et des filles aux industriels réunis peut-être, qui sont en ligne. Avec plaisir. Eh bien, il existe un procédé qui n'est pas encore utilisé dans le monde, mais qui permet de récupérer des DASRI plastiques. DASRI plastique, si vous en prenez 1 tonne et que vous le mettez dans ce procédé, eh bien, vous le transformez en 800 litres de fuel pour en faire tourner votre hôpital ou ce que vous voulez. Et aujourd'hui, personne n'investit là-dedans. Dommage. Donc, on va avoir, nous, une démarche de notre côté pour aller solliciter peut-être des soutiens au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, parce que le dossier cette semaine, mais nous avons besoin de soutien de fournisseurs et d'industriels qui seraient en capacité de mettre en place peut-être des opérations pilotes dans une région, peut-être comme l'Île de France. Donc, nous avons fait le tour a priori. C'est pareil pour les questions. Nous ferons la session de questions-réponses en suivant. Donc, tout ça est réuni dans un outil qu'a mis en place la CAP depuis 2012, qui est l'outil d'évaluation des fournisseurs référencés de l'AP. Et nous avons l'indice R qui est en 3 niveaux, donc A++, avec le tableau d'honneur qui a été mis à la clé, le A+, et le A. Et d'autres, il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas de marque faite ni dans les catalogues, ni dans les magazines de l'AP, et il ne peut pas y avoir de communication. Donc, nous favorisons les fournisseurs qui se différencient à la CAP en étant engagés, avec tous les outils et tout ce que nous avons vu déjà le mois dernier. Vous pouvez donc remplir et renseigner assez facilement.
Mais ce sujet est vu dans une de nos webconférences pour vous accompagner à le remplir et à répondre à nos questions. Alors, peut-être sur question. L'ISVER, on nous l'avait déjà il y a 4 ans, donc il a eu plusieurs versions. Il est à notre sens l'outil majeur sur le critère de choix des produits et des services. Donc, je pense que c'est plutôt de répondre à des interrogations que les fournisseurs pourraient avoir. Et donc, je vais conclure par le dernier aspect, c'est l'ISVER certifié qui va voir le jour ce mois-ci normalement. La grille est prête, elle est en cours de finalisation avec un de nos collaborateurs internes pour évaluer l'ISVER tel qu'il a été conçu. Voilà. Et le but, c'est d'aller directement, on dirait, chez le fournisseur pour voir si les allégations qu'il nous a données en fait sur la plateforme de l'ISVER, on puisse aller le vérifier avec lui et certifier en fait cet ISVER. L'ISVER pour l'instant est déclaratif, il est contractuel dans votre contrat avec la CAP, mais il est déclaratif. Donc c'est d'aller vers une excellence, vers quelque chose qui puisse être certifié et vous donner une valorisation, une autre légitimité. Et on va faire cette première audit pour aller en fait sur place et in situ si vraiment les applications qui nous ont été transmises par document sont réellement mises en place et suivies. Aujourd'hui, c'est sur votre demande, votre sollicitation. Voilà. Et donc, notre objectif cette année, avant le 31 décembre, c'est une société sera certifiée. Et pour l'année prochaine, 5. Nous avons fait le tour. Allons vous rappeler juste les prochains webinars. Donc, comme vous savez, les acheteurs de la CAP sont formés en même temps que vous, donc l'après-midi, sur le thème que vous allez voir le mois prochain. Donc, aujourd'hui, nos acheteurs vont être formés à l'HAS et le développement durable, comment aider les établissements à atteindre leur certification. Pour vous, le prochain, ce sera donc le focus HAS et développement durable. Et vous avez le planning qui vous a été déterminé. N'hésitez pas à vous référer à ces dates. Elles sont à jour et s'il y a des modifications, elles vous seront communiquées par mail ou par courrier. Donc, je vais vous donner la parole. Peut-être que c'est le mieux. Je vais techniquement, ou vous partez par le chat, comme vous le préférez. Chacun votre tour. Je laisse tout le monde à parler et je vous écoute. Y a-t-il des questions? Alors, vous n'avez pas activé le son sur votre ordinateur, sachez qu'en tout cas, on peut avoir voilà, vos questions directement sur le chat qui est en bas à droite. C'est toujours la première question qui est difficile ou le premier témoignage. Comme vous voulez, n'hésitez pas à nous faire signe et à poser vos questions. Je suis riche d'informations. Pour laisser les gens réfléchir à la question, sur un point très important qu'a dit Cathy, justement la démarche en fait collective dans cette démarche de développement durable. Et en fait, on sait aujourd'hui que la création d'éco-organismes est due à vous, les fournisseurs, qui se réunissent et qui mettent en fait d'avoir des fonds publics pour pouvoir valoriser les déchets que vous produisez. Donc, ça va être une piste sur lesquelles, voilà, on peut vous donner des contacts et on peut peut-être réunir avec vous. Mais c'est qu'en tant que fournisseur, vous pouvez, réunissant, avoir un poids collectif qui permette de créer de nouvelles filières sur les matières premières et les produits que vous fabriquez pour pouvoir créer l'organisme qui doit être traité. Donc, ça va être aussi peut-être un challenge intéressant pour pouvoir travailler ensemble sur ces cas de développement durable. Ok. Donc, nous avons, merci Elodie, nous avons déjà 2 questions. Première de Madame Gemme. Pour aborder l'ISO 26000, est-ce préférable de passer par l'ISO 14001 préalable? Je sais pas, ce n'est pas une obligation. Par contre, dans la démarche et dans la façon de faire de l'ISO, on s'appuie sur un procédé qui s'appelle la roue de Deming ou le PDCA, qui permet de manager tous ces
projets de certification 14001, OAS, 9001 et j'en passe, et donc qui peuvent s'appuyer sur l'ISO 26000, mais pas une obligation. Si je peux ajouter quelque chose sur la marge de l'ISO 26000, c'est une marge qui est volontaire, mais quand même longue à mettre en place et contraignante sur le point de vue. Passer à la 14001 permet déjà de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ces process, vu que c'est du management environnemental, et permet, si vous en êtes à une démarche initiale, si vous n'avez pas, je veux dire, un niveau de performance en développement durable, elle vous permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tout votre management et de voir déjà savoir où vous en êtes. Donc, ça pour des établissements ou des fournisseurs qui sont en démarche initiale, à mon avis, un bon pied à l'étrier. Ou l'OHS, ou la 9001. Puis c'est le même dispositif, si ce n'est que la 14001 est dédiée à l'environnement. Pour avoir les deux en établissement de santé, je pense qu'il est incontournable de commencer par la 14001. Ça permet aussi les collaborateurs. Concrètement, on arrive avec l'ISO 26000. Le 14001 est quand même plus simple. C'est beaucoup de procédures à mettre en place et beaucoup de cours et d'informations auprès de ces collaborateurs. Donc, ça va être en effet une démarche d'accompagnement intéressante pour un premier pas. Pas de problème. Donc, maintenant, nous avons une autre question qui est « Bonjour, vous nous avez fait part de certaines obligations à partir de 2020. Pouvez-vous en dire plus ou trouver le planning de ces obligations ?» C'est une réponse où on peut faire court. ISO Grenelle 2, c'est-à-dire 253 décrets d'application. Alors, on peut vous en envoyer un petit résumé. Mais si vous voulez, les obligations pour 2020, elles sont inscrites dans la loi Grenelle pour l'ensemble des entreprises et des citoyens, avec des décrets d'application après qui sont sortis ou pas. Il faut également lire l'accord de Paris, le vient de sortir. Mais si vous devez en retenir quelque chose, le point numéro 1, c'est que nous devons réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ça, c'est l'objet du Grenelle et de l'accord de Paris. Et pour y arriver, on doit avoir réduit entre 2009 et 2020 notre carbone de 20% avant 2020. Ça, c'est le point clé. Le fond, nous devons également être à 23% d'énergie renouvelable en 2020 et à 34% en 2030. Ça ne sera pas 23% d'énergie renouvelable en 2020 en France, puisque EDF aujourd'hui fournit à peu près 11,5% d'énergie renouvelable, que ceux qui ne se mettent pas aujourd'hui à acheter de l'énergie verte n'en auront pas en 2020. Donc, c'est qu'il faut traiter tout de suite, parce que là, ce n'est pas prêt. Les principaux critères de ces différentes lois, qui sont après déclinés dans plusieurs, mais si vous retenez déjà ces deux éléments-là, eh bien, vous aurez retenu tout ce qu'on a à faire tous ensemble, entreprises, citoyens et ONG, dans les 10 ans qui viennent. Donc, été fait en fait en équipe tonne carbone, c'est ça Oui. De pouvoir faire son premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il vous permet d'avoir une mesure. Oui. C'est pour ça que sur le point de vue référentiel international et sur le point de vue de ce que l'État attend et va donner comme contrainte aux fournisseurs, c'est en taux équivalent carbone. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut, vous, cette mesure-là, concrète, sur votre activité, pour pouvoir mener des actions. Dans la loi sur laquelle je dois insister maintenant. La réglementation française nous dit que les entreprises privées doivent réaliser leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles ont 250 salariés. Et j'ai mélangé pour les entreprises privées à plus de 500 salariés et les administrations publiques à plus de 250. Si je vous traduis, ça veut dire que toutes les administrations publiques doivent le faire parce que en dessous de 250 salariés, il n'y en a pas. En entreprise de plus de 500 salariés en France, que si on fait un sondage là des gens présents, il n'y en a pas beaucoup autour de la table. Mais parce que les entreprises donc de moins de 500 salariés se sont dit, bonne liade, pas besoin de faire de bilan carbone, la loi est passée à côté de moi. Oui, parce qu'en 2020, si vous n'apportez pas la preuve de la réduction de votre impact, vous allez payer de la taxe carbone plein pot. Donc en fait, c'est un piège. La France est passée à côté, mais dans la mesure où la France a signé le protocole de Kyoto, la France va payer la taxe carbone à l'Europe. Donc payer, nous, en tant que citoyens, dans les produits que nous allons acheter, et les entreprises qui ne pourront pas montrer patte blanche. Donc, là, il est vraiment d'obligation de mesurer son empreinte carbone et de mettre en place un plan d'action pour approuver la réduction de 20% à bas. Autre très, très motivant pour penser.
aux des établissements de santé ont compris ces enjeux dès 2009 et ont fait des démarches. Les bien là qui en 2009 ont impulsé ces démarches, on vient au résultat en 2016, l'objectif de 2030. Ce qui veut des établissements qui ne sont pas plus dotés que d'autres, qui ont juste pris conscience du sens et du jeu, qui ont fait des actions, qui se sont données comme politique des petits pas, ont réussi entre 2009 et 2016 à atteindre les objectifs de 2030. Si vous vous fixez qui aligne les objectifs de 2030, à savoir de réduire de 40% vos émissions de gaz à effet de serre, si vous démarrez un plan d'action stratégique dès maintenant, vous atteindrez les objectifs non pas en 2030, mais en 2020. Donc, je crois que nous étions impartis. Et s'il n'y a pas d'autres... ok. Alors, lorsque vous parlez de démontrer la baisse de 20% des émissions, sur quel périmètre parlez-vous? Ça prouve que vous avez suivi. Merci beaucoup de cette question. Eh bien, a priori, les textes sont flous sur le sujet. Donc, puisque la loi parle du scope 1 et 2, on va scope 1 et 2. Mais le vrai calcul, c'est pour ça que je vous engage vraiment à travailler sur le scope 3, travailler sur l'ensemble de ces secteurs. Pourquoi? Parce que, en fait, tout tient par la barbichette, si je puis dire. Si sœurs à qui vous achetez des produits et des services, ils vont réduire eux-mêmes de 20% leur impact. Donc vous, dans une politique d'achat responsable, comme nous faisons nous ici avec la CAP, c'est-à-dire aujourd'hui un fournisseur qui a 20% son impact, eh bien l'un dans les poches, l'établissement de santé réduit de 20% son impact. Donc ce qu'il faut considérer, la loi est très floue sur le sujet, puisque la fiscalité écologique là-dessus n'est pas encore sortie, elle sortira en 2020. Il faut considérer que nous allons réduire notre impact de 20% sur l'ensemble des scopes, même si ça n'est pas défini aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, ce sera plus facile sur scope 3, sur l'achète et sur ce que l'on rejette, que sur l'énergie directe qui est consommée, parce qu'une fois qu'on aura mis en place des LED, des chaudières à basse condensation, qu'on aura éteint les lumières quand on s'en va, couper les veilles et les ordinateurs, on va pas arrêter de se chauffer, on va pas non plus arrêter de climatiser, on va pas arrêter d'aller bosser en voiture, même si certains d'entre nous pourront prendre les transports en commun. Le plus gros impact demain sera sur les produits que nous achetons, sur nos politiques d'achat, aussi côté établissement que du côté fournisseur. Votre question. Y a-t-il des questions? Parfait, c'est ok. Il nous reste encore 5 minutes. Sinon, à nous faire. De toutes les manières, je crois qu'à la fin de la conférence, il y a une petite enquête de satisfaction. Et comme je l'ai fait la dernière fois, je vous enverrai une enquête de satisfaction et vos remontées de suggestions et d'améliorations. Je leur envoyer aussi par mail avec l'accès au PowerPoint et à la vidéo enregistrée. Vous pourrez vous le repasser et renoter tous les chiffres clés qui vous ont été donnés. Voilà. Quelque chose? C'est bon. Donc, nous allons arrêter cette. Non, encore une question. Y a-t-il un avantage à avoir l'EMAS en plus de l'ISO 14001? Alors, ça se discute. Si vous voulez, il n'y a pas d'avis très tranché sur le sujet. Pour avoir vécu les deux, aujourd'hui, en France, vous avez 15 établissements de santé qui sont certifiés EMAS. C'est nous qui les avons accompagnés. On connaît la méthode. Et en ce qui concerne l'ISO 14001, j'ai dirigé le premier établissement français qui a obtenu la certification en 2000, très exactement. J'ai vécu deux. J'en sais exactement la même chose. Par contre, dans l'AS, il y a un chapitre, à mon avis, très important, qui est le chapitre de la communication interne et externe, qui n'existe pas dans l'ISO. Je pense que le sujet de la communication a plusieurs avantages. Le premier, à structurer les actions pour en faire un rapport. C'est souvent ce qui manque. On le voit bien dans vos documents quand vous répondez à l'indice vert. On s'arrache les cheveux, la preuve. Ce document, il est toujours difficile de s'y retrouver. Donc, à partir du moment que l'on a communiqué sur la réduction de ces impacts, et nous sommes bien obligés de le faire, c'est que l'on voit dans les établissements EMA, c'est bien quand ils ont mis en place publique, ils ont moins de déchets, moins d'énergie, moins de maladies, ils sont plus vertueux que les autres, eh bien, ils sont bien obligés de le faire, sinon leurs clients logent dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, à mon sens, l'EMA sur le côté communication
est peu plus intéressant. Mais en termes de résultats, c'est de valeur. Ou en termes de questions. Ok, merci. Alors, non, deux questions. Eh bien, merci de votre participation à ce webinaire, à cette web conférence. Et nous vous disons donc au mois prochain, le 14 novembre. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, bon appétit. Allez. Comment vous avez trouvé? Ça va?